Alors, officiellement, nous savons qu'en 1983, le virus de l'immunodéficience humaine est identifié et isolé par Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, alors chercheurs en oncologie virale à l'Institut Pasteur de Paris. Qu'en 84, il a découvert du transmission du VIH par voie sexuelle. Avant, c'était par voie sanguine aussi que cela avait été remarqué. Et en 1985, c'est le premier test diagnostique du VIH. Ça, c'est la version officielle. On la trouve notamment ici, ce que je vous ai lu, c'est une présentation sur le sida par le Palais de la Découverte, donc qui est ce lieu de vulgarisation de la science à Paris. Oui, Mais en quoi ça serait une diversion médiatique? oui. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à cette officialité, il y a eu une grande polémique scientifique qui a occupé la scène. Mais pourquoi a-t-elle occupé la scène? Alors que c'est l'Institut Pasteur avec Luc Montagnier qui ont isolé le virus en 1983, c'est Robert Gallo, l'Américain, qui aux yeux du monde entier devient le découvreur du virus du sida. D'où la polémique. C'est d'ailleurs une victoire de communication qui doit autant à l'administration régalienne qu'à Gallo. Donc Reagan, juxtaposition science et politique déjà, Oui. parce qu'en pleine campagne électorale, le parti républicain veut récupérer les dividendes politiques des dollars investis dans la lutte contre le sida pour se donner une bonne image des États-Unis. Là, c'est même plus Gallo, c'est les États-Unis qui ont découvert le virus. Oh, formidable. Voilà, donc c'était important pour dire que c'était grâce aux républicains, grâce à Reagan. Bon, donc Robert Gallo a donc réussi à voler la découverte du virus au Pasteurien, Institut Pasteur, quand en plus ils affrontent le refus américain de laisser leurs tests de dépistage pénétrer le marché des États-Unis. Rappelons, ça c'est en termes de technique médicale, que pour mettre au point ces tests de dépistage, il faut avoir su trouver le virus responsable du sida, sinon on ne peut pas dépister, et en plus il faut l'avoir dans ces laboratoires. Et qu'en fait, là est la vraie bataille. C'est celle des brevets pour les tests. Ça n'a pas été de savoir qui a découvert quoi, c'était bien celle des brevets pour les tests. Donc, d'où cette diversion, cette guerre des brevets, qui sera réglée par un accord entre les NIH, National Institute of Health, donc américains, qui aujourd'hui encore font partie du paysage par rapport au Covid, et l'Institut Pasteur, qui a été entériné le 31 mars 1985 par Jacques Chirac, Premier ministre, et Ronald Reagan. Donc l'affaire était une affaire politique au plus haut niveau. Les deux brevets sont ainsi joints. Gallo, donc brevet pour les tests, Gallo devenant l'un des inventeurs du brevet et de Montagnier et vice-versa, donc avec les distributions de royalties assorties. Ceci après 2 ans quand même de bagarres juridiques et de polémiques. Voilà ce qu'a caché cette polémique scientifique sur la découverte du sida, ce dont on se souvient, on a gardé en mémoire en fait cette bataille de qui avait inventé quoi. Mais Oui, c'est c'était vrai. bien une diversion. Et cette diversion, elle cache une autre bataille Ah, qui est restée cachée jusqu'en 1992, date d'un célèbre procès dont je vous parlerai un peu plus tard, mais que vous avez sans doute déjà trouvé. La guerre des brevets pour les tests de diagnostic a provoqué un retard dans la mise en place du dépistage des dons du sang en France. Un retard d'au minimum 3 mois, pendant une période où les transfusions entraînaient dans notre pays une centaine de contaminations par semaine. Près d'1 millier de contaminations de transfusés auraient pu être évitées. Et pourquoi ce retard décidé délibérément? Afin de préserver les intérêts liés aux tests français. Donc, préserver les tests liés aux intérêts français qui a causé tous ces morts supplémentaires évitables. Et seulement au printemps 1991 que se fera la découverte, celle-ci, découverte macabre, qu'en 1985, le Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, a sciemment
distribuer des lots de produits anti-hémophiliques contaminés à 100% par le virus du sida. Waouh. Donc 6 ans après, on découvre cela. Et en 1992, donc je pense que vous avez trouvé, c'est le procès du sang contaminé contre notamment Laurent Fabius, actuellement président du Conseil constitutionnel. Ah, il est encore là. Lors de ce procès, l'une des entreprises de désinformation les plus persistantes, donc qui s'est associée à la diversion médiatique, qui est aussi une forme de désinformation, concernant le sang contaminé, a été de prétendre qu'il n'y avait pas eu de retard de test, alors qu'il y a eu de retard de test à minima de 3 mois, voire qu'un dépistage précoce n'aurait pas changé grand-chose. Et en faire la problématique suivante sur la cause des contaminations, que c'est d'avoir pratiqué des collectes auprès de donneurs à risque, notamment dans les prisons. Sauf que les tests existaient. Et qu'en plus, les porteurs sains, donc vus comme pas à risque, donc on n'aurait pas pu sélectionner au niveau de la collecte, peuvent diffuser le virus par des transfusions ou l'utilisation des produits dérivés de sang. Ouais. En fait, le seul enjeu qui a été retenu par ces scientifiques et politiques, dans une juxtaposition et une confusion, concernés par l'affaire du sang contaminé, a été l'énorme marché des tests de dépistage qui a fait choisir de retarder les tests. Et à ce titre, en termes de preuves, je vous lis cet extrait d'une note de Jean Weber, donc patron de Pasteur, Institut Pasteur, adressé le 26 avril 1985 à François Gros, qui est le conseiller scientifique du Premier ministre, donc Jacques Chirac, qui dit « Dans ces conditions, un agrément rapide des 2 tests Abbott et Pasteur », donc le test Abbott, c'est le test américain, donc le test Pasteur en France serait particulièrement dangereux pour les intérêts nationaux dans leur ensemble, notamment parce que l'introduction d'Abbott, donc le test américain, dans les centres de transfusion lui permettrait d'enlever de l'ordre de 80% du marché français, chassant ainsi le producteur national de son marché et lui faisant perdre une référence indispensable à l'exportation. Donc nous sommes dans des notions de commerce international. Et qu'il s'agit aussi pour ce Jean Weber de retarder l'autorisation de son propre test, le test Pasteur, donc, par un opportunisme commercial que je vous avoue, j'ai pas bien compris pourquoi il fallait aussi qu'il retarde son test, sauf que j'ai bien compris que ce retard a été arrangé. À croire que la France est le seul pays à avoir inventé qu'il valait mieux dépister le plus tard possible. Pourquoi ? Pourquoi ? À ces questions, les hémophiles et les transfusés entre mars et août 1985 attendent encore aujourd'hui la réponse. Donc, nous voici ici très loin d'une querelle sur la paternité du virus du sida. La voici utilisée pour éviter qu'on se pose des questions. Sans le courage, et j'espère que c'est des courages qu'on reverra aujourd'hui et qu'on voit déjà aujourd'hui, donc sans le courage des hémophiles et des transfusés qui ont porté plainte, sans la curiosité de certains journalistes, sans le travail de quelques médecins qui ne sont pas conformés à la vérité de groupe, nous ne disposerions que d'une histoire réécrite par ceux qui l'ont manipulée. Eh oui. Il faut savoir qu'en France, à l'époque, l'influence d'une idéologie scientiste qui sacralise la vérité scientifique et sanctifie les savants, faisant de Pasteur l'archétype du saint laïque en blouse blanche, qu'avec ces polémiques liées au sida, cette icône est ternie. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que nous en sommes souvenus ? Est-ce que cette icône est revenue de nouveau comme un archétype de saint laïque, comme un pays qui sacralise la vérité scientifique ? On pourrait le croire. Et qu'en est-il de cette vérité de groupe, qu'ainsi cette expression avait employé Michel de Pracontal dans son livre de 2005, de ceux qui avaient refusé de se conformer, que certains médecins avaient refusé. Aujourd'hui, quelle diversion avons-nous ?